Fenêtre sur le monde vous amène au Chili avec mon invité Justo Mellado. Bonjour, merci d'être venu dans les studios de Conflit. Vous êtes attaché culturel à l'ambassade du Chili à Paris. Vous avez fait une grande partie de vos études à Aix-en-Provence, ce qui fait que vous connaissez très bien la culture française et européenne. Et nous allons parler du Chili parce que le Chili est notre voisin côté Pacifique avec la Nouvelle-Calédonie, avec la Polynésie française, avec la Terre Adélie. Le Chili est un des pays avec lequel nous avons de proches frontières maritimes et terrestres également. Et puis, il y a aussi des liens historiques très forts, comme d'ailleurs avec l'ensemble de l'Amérique latine. Conflit a consacré récemment un dossier à l'Amérique latine que vous pouvez retrouver sur le site internet de Conflit. Vous pouvez également d'ailleurs vous abonner à Conflit pour nous soutenir. Et nous allons dans cette émission évoquer l'histoire du Chili, sa géopolitique, et puis au-delà de ça, les relations entre l'Amérique latine et l'Europe. Le Chili, comme la plupart des pays d'Amérique latine, est un pays dont l'indépendance est assez récente, elle a environ 2 siècles, c'est les années 1810-1820. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque ces États deviennent indépendants, Chili, Argentine, Brésil, Bolivie, ils ont assez rapidement une tonalité culturelle propre, des différences aussi. C'est toujours ce qui surprend beaucoup avec l'Amérique latine, à la fois un fond culturel qui est identique, un fond hispanique, catholique, une même histoire par rapport à l'Espagne et à la période espagnole, et en même temps de grandes différences culturelles, d'approche en fonction des pays. D'où vient cette diversité des pays d'Amérique latine? Ouf, je me suis beaucoup demandé je me suis beaucoup posé cette question. Je n'ai pas une réponse comme ça, parce que sociologiquement, historiquement, on peut dire oui, ça dépend de la spécificité de formation des élites locales. Oui, c'est ça, mais c'est aussi la façon dont ils étaient liés à la couronne espagnole et le rapport avec les sociétés indigènes d'origine. Parce que le Chili, par exemple, était une petite province qui s'appelait une capitanie générale, qui faisait partie d'un vice-royaume. Ça crée des problèmes, ça crée des liens différents. Hein. Il n'y a pas de cour. À Lima, il y avait une cour. Donc, il y a une cuisine péruvienne. Il y a de la cuisine quand il y a une cour. Au Chili, il n'y avait pas de cour. Il n'y a pas de cuisine. C'est une cuisine authentique, mais rustre. Hein. On peut dire ça. Hein. Les histoires des élites locales sont différentes aussi. Hein. Donc, peut-être qu'elles étaient moins liées à des difficultés internes, de petites guerres civiles pendant la colonie. Et le fait que le Chili, comme c'était une capitanie générale qui a été occupée pour empêcher que les Anglais et les Français s'y mêlent, donc c'est pas non plus une terre où on est allé chercher de l'or. Il n'y avait pas d'or, il n'y a pas d'argent, pas d'émeraude, enfin, donc il fallait avoir une volonté d'être comme ça. Donc ça fait que les particularités de chaque pays, c'est en Mar del Plata, à Rio de la Plata, c'est différent aussi. Hein, les rapports entre l'Empire brésilien, les Portugais, les disputes avec le Paraguay, enfin, ça fait que disons entre guillemets, des bourgeoisies nationales se développent de façon autonome. L'autre élément intéressant, c'est que le Chili est un pays très stable, peut-être même le plus stable de toute l'Amérique latine. C'est déjà aujourd'hui le plus développé, le plus riche, par rapport le Brésil qui a connu beaucoup de révolutions, des gouvernements militaires aussi. Le Chili a une tradition démocratique et de stabilité que n'ont pas les autres pays. Ça, j'aimerais adscrire cette vision, mais ce n'est pas si vrai. C'est-à-dire
que les militaires ont toujours eu quelque chose à dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un Français, Alain Jox, un sociologue qui en 1965-67 a publié au Chili un essai sur l'action politique des militaires au Chili. Donc, mais dans une stabilité, c'était quand même un indice d'instabilité. Hein? Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une stabilité de vernissage ou une stabilité formelle, au moins des années 25 jusqu'en 73. Hein? Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement de Pinochet, donc 73 jusqu'aux années 80, c'est un homme qui part un peu de lui-même, enfin un peu poussé aussi, mais du moins qui part à la suite d'un référendum perdu. Donc on est malgré tout dans un processus démocratique. Et à la suite de son départ, on retourne à une situation de démocratie libérale telle qu'on les connaît en Europe. Comment est-ce que le Chili a réussi à organiser cette transition et à mettre un terme à un gouvernement qui était autoritaire, sans qu'il y ait, d'abord sans que Pinochet meure au pouvoir, ou sans qu'il y ait de difficultés dans la transition démocratique? Oui. C'est la base de nos problèmes actuels, hein, parce que notre classe politique a réussi un compromis qu'une partie de la population aujourd'hui considère illégitime. Là, on a un problème. C'est-à-dire que les nouvelles générations qui sont dans la rue aujourd'hui soutiennent que l'histoire de notre démocratie récupérée est fondée sur un pacte illégitime. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que ça met en cause l'histoire, ça met en cause les efforts et la réalité même. Hein? C'est-à-dire que, est-ce que ces hommes de 1988-87 qui discutaient les conditions de la transition démocratique ont eu une autre possibilité que d'accepter ceci? On peut penser, oui, ils avaient une marge de manœuvre beaucoup plus grande qu'eux-mêmes voulaient entendre à ce moment-là. Mais ça, c'est faire de l'histoire fiction. C'est toujours assez facile de écrire l'histoire 30 ans, 40 ans après. Mais le fait que Pinochet soit parti, ben, c'est une complexité. S'il y a les Américains d'un côté qui l'ont lâché, il y a un accord, il y a un pacte politique. Donc la récupération démocratique, on pourrait dire qu'elle a commencé même avant 1990. C'est-à-dire que les premiers pourparlers, 1985 à 86, les protestations dans la rue, les différents cabinets, c'est-à-dire qu'il y avait des acteurs, des interlocuteurs. Il y a eu une négociation. J'aime pas, mais il y a eu. Et ce qui est contesté aujourd'hui, c'est la légitimité du pacte. Et qu'est-ce qui est reproché à ce pacte? On a parlé, donc il y a eu des manifestations importantes en novembre 2019 et début 2020. On a parlé d'une nouvelle constitution qui résoudrait les problèmes. Ah, ça c'est une ouf. Qu'est-ce qu'on reproche à ce pacte? Ben, ne pas avoir satisfait les demandes légitimes de la société chilienne dans son ensemble. Ce qui est très vaste. C'est vrai, égalité. Disons que nos problèmes, proportion gardée, ce sont après les mêmes qu'en France. Hein? C'est inégalité, participation politique, un problème de défense du territoire, je pense en termes d'écosystème écologique, l'écologie politique, hein, qui prend une grande importance, la culture aussi, comme industrie, enfin. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On est arrivé là parce qu'on n'a pas satisfait ces demandes d'équité et de justice sociale. Donc aujourd'hui, comme il n'y a pas cette équité et cette justice sociale, donc elle est associée aux droits de l'homme, aux droits fondamentaux. Donc l'argument est l'État chilien ne peut pas assurer les droits fondamentaux pour son peuple. Voilà. Donc c'est un ensemble argumental qui marche très bien dans certains secteurs. Mais ça laisse dehors
un problème, c'est l'histoire de notre souveraineté, l'histoire de la légitimité de la classe politique. Ben, ça va loin. On commence à contester la Constitution de 1828 ou 1832, je ne sais pas bien mais donc l'hypothèse de grands penseurs d'une gauche un peu fondamentaliste, c'est de penser l'histoire du Chili comme l'histoire de la séquestration de la souveraineté populaire par les constitutions libérales à partir de 1832. Bon, ça c'est un anachronisme énorme. Hein? Donc je réécris l'histoire en vertu ou en fonction de l'histoire des rapports de force que la bourgeoisie mercantiliste pro-anglaise défendait comme principe tout au long du XIXe siècle. Bon, c'est compliqué. Hein. Alors le Chili, comme dire la plupart des pays d'Amérique latine, a une capitale qui est très concentrée, une forte concentration urbaine à Santiago. Les autres grandes villes du Chili, quelles sont-elles? Il y en a Concepción, Valparaíso. Valparaíso, d'ailleurs, qui est d'ailleurs un grand port sur le Pacifique. Chaque fois moins important parce qu'il a été devancé par San Antonio, qui est un peu au sud. Et à Santiago, donc, on a une concentration évidemment urbaine importante, la jeunesse, c'est là également qu'il y a l'essentiel de l'activité économique. Est-ce que ça ne crée pas aussi une disparité territoriale entre une capitale qui concentre l'essentiel des activités et le reste du territoire qui est en plus extrêmement étendu? Le Chili est un pays très fin et très étendu du nord au sud. Entre la Terre de Feu et la frontière de la Bolivie, il y a une difficulté également à aménager et à mettre en valeur un territoire très vaste. Oui, c'est un pays très centralisé, mais avec une homogénéité très importante. Mais c'est une homogénéité que chaque fois est moins homogène. Hein? C'est-à-dire que tout au long du XXe siècle, on a pris conscience de la diversité territoriale, d'une diversité culturelle aussi. Ça, on n'en parlait pas avant. Hein? Mais à partir des années 60, c'est devenu un problème, un sujet politique. Hein? On a réussi, même Pinochet a essayé de régionaliser le pays, hein? Ça en fonction de choix stratégiques, plutôt peut-être militaires, plus que de développement social régional. Mais enfin, mais c'est vrai que c'est une grande diversité. Mais c'est une diversité quand même qui garde une homogénéité qui est mise en cause maintenant par ce questionnement de la légitimité finalement du pacte politique fondamental. Donc ça c'est ça qui est compliqué. Hein? Mais vous avez le Grand Nord, le Sud austral, donc une grande diversité territoriale, climatique, culturelle, mais avec une grande homogénéité politique. Le Chili est un peu jacobin, hein, en ce sens, oui. Alors j'ai commencé cette émission en disant que la France et le Chili étaient voisins, c'était un peu une boutade, mais néanmoins pas tant que ça, puisque la France est présente dans le Pacifique via la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française notamment. Et le Pacifique aujourd'hui, c'est un enjeu essentiel. D'ailleurs, Conflit avait consacré un dossier à la zone Indo-Pacifique. Un enjeu essentiel parce qu'il y a ce qu'on appelle en géopolitique le retournement de puissance, le basculement de puissance vers la zone Indo-Pacifique, notamment menée par les États-Unis. Et avec le Chili, nous sommes dans le Pacifique Sud. Donc cette zone avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des enjeux chinois aussi. Comment est-ce que vous voyez une éventuelle coopération franco-chilienne ou des points communs d'intérêt dans cette zone pacifique? Il y a une complicité dans cette complexité. Hein? C'est-à-dire qu'un attrait, une attraction commune pour les affaires, pour les rapports intercontinentaux, mais c'est un triangle très vaste. Hein. C'est vrai qu'en face du Chili, c'est d'abord la Polynésie. Hein. C'est par le moyen, c'est bizarre, de Rapa Nui. Hein. Donc il y a un rapport.
Mais il y a un rapport aussi à partir du 19e siècle. C'est-à-dire que, comme Valparaiso à cette époque était le port le plus important de la mondialisation du 19e siècle, ben, les rapports entre Brest, Saint-Malo et Valparaiso, donc il y a un rapport fantomatique. Hein. C'est une tradition de marins, d'anciens marins, des caporniers qui passent par là aussi. C'est-à-dire qu'il y a la pratique de l'océan. Ça, il faut le savoir. La pratique de l'océan. Hein. Il n'y a pas que le commandant Cousteau à Rapa Nui, il y a le grand film de Chris Marker à Valparaiso, hein, en 1962, formidable. Enfin, c'est des histoires anciennes. Et le grand souhait de notre ambassadeur, de notre mission, c'est de nouer ces rapports, d'établir des rapports beaucoup plus stratégiques, le mot est grand, mais dans cette perspective, hein, de travailler sur une géopolitique de la mer, de l'océan, du Pacifique. Oui. Parce qu'il y a des enjeux scientifiques, notamment de mieux connaître la mer. Ils sont tous les enjeux articulés, scientifiques, surtout pas l'Antarctique. C'est-à-dire que le phénomène, c'est pas un phénomène, c'est une réalité. Si on parle de la Terre Adélie, c'est déjà ancien, mais oui, mais il y a une présence. Hein. Il y a une présence. Alors les lecteurs français ont parfois lu les œuvres de Jean Raspail où il y a la Patagonie, il y a toute une mythologie développée autour de la Patagonie. Néanmoins, au-delà du cadre strictement littéraire, il y avait aussi un projet politique qui n'a pas réussi, mais qui n'était pas inintéressant. C'était le projet politique d'Aurélie-Antoine Ier, hein, d'Aurélie-Antoine de Toulens. Oui, un projet. Il n'était pas fou du tout. Hein. Tout le monde dit oui, ce fou de français. Non, il n'était pas fou. Il avait un projet politique. Et il a voulu que le gouvernement français l'appuie à ce moment-là. Bon, il n'a pas obtenu l'appui, évidemment, mais ça obéissait à une logique déterminée. Hein. Et cette logique est vraisemblable. On peut la comprendre. Hein. On peut ne pas être en accord avec elle, mais on peut la comprendre. Et il y a une petite boutade. C'est qu'il s'installe comme roi et il est accepté par un nombre de communautés indigènes parce que les communautés indigènes ne se méfient pas de la monarchie comme ils se méfient de la République. Au moins, avec la monarchie, on a signé des parlements. Avec la République, c'est la voracité. Donc, ça c'est une thèse qu'un historien français, Bonpland, quand il fait une grande thèse d'État sur la migration française au Chili, a remarqué. Hein. Donc, vous voyez, c'est des aspects. Aurélien-Antoine Ier, comme il n'a pas réussi à obtenir l'appui de la France, il est allé en Angleterre pour établir des rapports avec les catholiques écossais et les catholiques anglais pour qu'ils l'appuient. Donc, non, voilà, il a essayé. Tout cela a été le travail de notre chef de mission, qui était M. Alberto Blesgana, dont on fête cette année le centenaire de son décès, et qui a été ambassadeur, on les appelait chef de légation, c'était la légation du Chili. Hein. Et il a été à la tête de cette délégation entre 1869 et 1887. Donc il a assisté à la chute en 470, le siège de Paris, la Commune, voilà. Et quand il a fait ses études ici, je vous ai raconté une fois, à l'école militaire, en 1847, il a été témoin de 1848 et 52, hein, parce qu'il a fait ses études à Versailles, à l'école préparatoire et après à l'état-major. Voilà, donc ce monsieur-là a dû aborder avec le ministre français de l'époque cette affaire d'Aurélie-Antoine. Hein. Ce n'était pas une affaire grave, mais il fallait s'y mettre, parce qu'on discutait finalement sur souveraineté, sur état de droit, voilà, des droits internationaux, voilà, il fallait s'y mettre. Parce que derrière cette vision, il y a un vrai projet politique qui est effectivement le contrôle de la mer du Sud, donc les détroits
qui permettent de passer de l'Atlantique au Pacifique. Et puis, il y a également la question des populations indigènes, notamment les Mapuches, qui sont au sud du Chili, et donc d'avoir un territoire où ces populations pourraient vivre ou seraient fédérées. Oui, et des populations indigènes encore plus vers le sud, hein? Des Fueguins, on dit en occidental, les Selknam, hein, et autres, qui ont été décimés, quoi. C'est un petit peu Napoléon III a un petit peu un projet en quelque sorte un peu proche au Mexique lorsqu'il a tenté de mettre l'empereur Maximilien pour fédérer aussi un gouvernement latin sous la direction d'un monarque, cette fois-ci contre les États-Unis ou comme zone tampon contre les États-Unis naissants. Donc on voit qu'il y avait quand même une projection des Européens sur l'Amérique latine, une pensée globale du continent, du nord depuis le sud. Ça, oui, mais comme je vous dis, l'histoire d'Aurélie, elle est très, comment dire, mineure. Hein? Elle a été un projet, oui, mais ça ne justifierait pas, non, ça ne nous permettrait pas de soutenir une politique française vers l'Amérique latine au cours du XIXe siècle. Non, je ne pense pas. Non, ça a été un cas particulier. À part les affaires économiques, il me semble que, et de géopolitique du XIXe siècle, c'est-à-dire de disputer aux Anglais l'hégémonie de la navigation sur le Pacifique, bon, c'est un peu le problème du XIXe siècle, hein, pour la France. À part ça, je ne vois pas qu'il y ait eu une politique française comme ça pour l'Amérique du Sud aussi cohérente. Je ne sais pas, hein, peut-être je me trompe, mais on ne pourrait pas le soutenir comme ça. Déjà, c'est compliqué de dire, par exemple, quelle a été l'histoire de la politique française au Chili depuis 1830 en avant. Oui, il y a plusieurs étapes, périodes, etc. Enfin, c'est pas... Le Chili, dans son environnement, il y a l'Argentine, on sait qu'il y a eu des tensions, notamment autour du canal de Beagle en 1979, et puis la Bolivie. Alors la Bolivie a des velléités de récupérer des territoires qui étaient autrefois les siens et qu'elle a perdus au cours de la guerre du Pacifique. Pacifique. Oui. Mais aujourd'hui, les relations sont quand même assez pacifiées entre ses voisins. Oui. Ben, on n'arrête jamais de discuter quand même. Hein, oui. Même à La Haye, voilà, ils sont allés à la Cour internationale, voilà, sur plusieurs droits. C'est le droit à la mer. Hein. Là, je ne vais pas entrer dans l'histoire diplomatique du Chili. C'est pas que ça soit compliqué, mais c'est douloureux, mais en même temps, oui, c'est le produit d'une guerre. Dans laquelle il y a eu des accords, nous on respecte ces accords, ces traités, c'est comme ça. Dans le dossier qu'on a consacré à l'Amérique latine, Pablo Ortúzar évoque le Chili comme dit qu'il y a parfois des tensions qui sont à l'origine d'une vision destructrice de la société, qu'il y a une tentative chez certains de détruire ce qui a été construit. Et est-ce que le Chili, de par sa réussite économique, ne suscite pas également des jalousies chez d'autres voisins qui pourraient avoir intérêt à déstabiliser le territoire, voire à participer à sa déstabilisation? Sans devenir un peu conspiratif, je crois qu'il y a un certain nombre... oui, il y a de quoi penser à ça. Oui. Ça n'explique pas tout. Non, c'est un aspect de la question. Pas tout le monde au Chili est d'accord sur cette idée que la politique économique du Chili a réussi. C'est évident. Hein. Donc, il y a une contestation. Au contraire, c'est une politique qu'il faut changer. Non seulement une politique, il faut changer l'état de ses bases. Donc, toute une campagne importante, sociale, pour obtenir un accord national pour un changement de constitution. Oui, on va voter maintenant. Oui. Bon. Après ça,
s'il gagne l'hypothèse d'un changement de constitution, voilà, il y aura les procédures pour commencer à discuter quelle sera la nouvelle constitution. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Voilà, alors, on est dans une situation que pas tous les jours où le Chili devient un bon laboratoire pour ce qui est de travailler sur le fait constitutionnel aujourd'hui en 2021. C'est important, en 2020. Hein. Oui, oui. Et on a vu aussi dans... Disons, c'est pas la même chose de faire une constitution aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Hein. Par exemple, parfois on compare avec la constitution espagnole. Hein. Non, 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 c'est pas les mêmes problèmes. Il y a des problèmes beaucoup plus complexes aujourd'hui que... Voilà, je ne sais pas, Et puis en Espagne, la constitution est extrêmement décentralisée. Au Chili, étant donné le territoire, il n'y a pas de possibilité de décentralisation puisque tout est concentré autour de Santiago. Au Chili, non, mais en même temps, il y a une espèce de boutade historique, c'est de toujours comparer tout ce qui se passe au Chili avec ce qui se passe en Espagne. Par exemple, en 1970, l'extrême gauche lisait les mémoires de Manuel Azaña pour prévoir quel serait le coup d'État contre Allende. C'est-à-dire, c'est toujours un peu une boutade. Hein. C'est se référer à une situation mythique antérieure pour essayer d'expliquer le présent. Mais c'est fou ça, c'est une folie. On ne pense pas au futur, il pense plutôt... C'est le poids du passé révolutionnaire. Hein? C'est le poids du passé qui détermine le... Bon, alors aujourd'hui on dit oui, on va faire comme la Constitution espagnole. Ah non, non, oui. Ou sinon on fait comme l'Assemblée populaire ou l'Assemblée constituante en Bolivie. Ou ah non, non, voilà. Comme si c'était une dispute de modèle. Peut-être c'est ça aussi. Mais il reste un long chemin des discussions. Parce que je me pose la question... Quand on va commencer à discuter sur le droit de propriété au Chili aujourd'hui, ben, je me pose des questions. Pablo Ortúzar, dans son texte, dans la revue, il parle justement de la rupture ou du rituel social antérieur au Chili qui s'est dissous et qui était lié à l'existence d'un mode agraire, l'existence de l'hacienda. C'est-à-dire, avec la réforme agraire, il y a une mise en doute, une mise en question, non seulement du principe de la propriété, mais du rapport, du lien social à la terre, à la société. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. C'était pas... c'est ça qu'il faudra discuter, penser et mettre en perspective. Hein. C'est la façon dont on fait une constitution, non pour que quelqu'un, en vertu d'un rapport de force favorable, puisse imposer une lecture. Une constitution, c'est peut-être quelque chose de comment on partage la non-voracité sociale, hein? Comment on partage l'absence de voracité. Et on devrait se mettre d'accord sur cette absence, cette perte consciente. Qu'est-ce qu'on est disposé à perdre? Pourquoi pas penser comme ça? Et justement, lors des manifestations, on a vu des contestations sociales à Santiago, et notamment pour la question de l'augmentation du prix du ticket de métro. On a vu aussi des personnes attaquer, incendier des églises, des statues qui ont été déboulonnées également. Ça rappelle alors d'autres événements aux États-Unis, mais pour d'autres raisons, mais ça montre que la question n'est pas que économique ou sociale, mais qu'elle est aussi culturelle, puisque là, les manifestants s'attaquaient au symbole de la période espagnole. Est tout à fait symbolique. C'est l'Église, c'est la répression, c'est le scandale, oui, oui. Et donc ça veut dire la volonté de bâtir un État sur autre chose que le socle culturel qui est le sien aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'on peut faire ça? On ne peut pas effacer le passé. Comment élabore-t-on ce passé traumatique? Ben, il faut l'élaborer.
moi je pense que l'élaboration d'un passé ne dépend pas de la rue. La rue est trop contradictoire. La rue, c'est l'absence de discours, c'est l'absence de dialogue, c'est l'absence de pourparler. C'est le dernier des dernières manifestations d'une chute de la parole. C'est l'archaïcité des corps qui bouche la parole. Ça, c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Ce n'est pas une question de ticket de métro. C'est une question de jusqu'où, moi, je supporte ce mal-être. Cet état qui installe son mal-être dans mon corps. Je parle comme imaginairement. C'est ça qui est en cause. Donc, Pablo, il se pose la question, bon, est-ce qu'on peut avoir un accord ou pas? Il y a des gens qui veulent cet accord et il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait un accord. C'est ça qui est fou. Je peux dire, je ne veux pas être irresponsable en disant, oui, c'est ça qui est fou. Non, c'est ça qui est terrible, c'est que il y a à un moment donné un sujet collectif qui dirait, c'est une hypothèse, je te fais mal, je me fais mal en te faisant mal. Mais je me fais mal, je le sais, mais je vais te faire pire. Je vais faire exploser ça, même en sachant que je me fais mal. Alors là, on est dans un sens issu, un sens issu. Ça, c'est grave. Moi, je trouve que là, il y a le germe d'une espèce de guerre civile de basse intensité, quoi. Mais au niveau symbolique. Comment dépasser ça? Avec des... Comment dépasser ça? Avec la parole. Installer... C'est peut-être littéraire, mais... installer le corps de la lettre. C'est quand on dit, ah oui, l'esprit ou la lettre de la loi. Non, ici, l'esprit est dans la lettre. Parce qu'on vit dans la littéralité. Donc, il faut attaquer là. Parce que c'est là où on souffre. On souffre. Moi, je souffre beaucoup par cette situation. De ne plus en parler. Je ne peux plus parler avec un tas de gens parce qu'ils ne veulent pas parler et je me mets dans la situation de, même moi-même, de ne pas vouloir parler. En fait, ce que vous évoquez, c'est valable pour le Chili, mais aussi pour la France ou tout autre pays, c'est quand on a un conflit social qui ne porte pas sur des questions matérielles, mais sur des questions fondamentales, nationales et symboliques. On est dans le symbolique. Comment est-ce qu'on arrive à dépasser le conflit pour recréer une société de fraternité où les personnes vont de nouveau accepter de vivre en commun et de vivre sur un même territoire? C'est en fait la question de la création de la nation, ou de la recréation d'une nation. Non, mais le lien social, il faut que quelqu'un soit disposé à s'abstenir. Je m'abstiens d'exercer quelque chose qui peut... et l'autre qui soit disposé à perdre quelque chose. Quand on le dit, je veux tout maintenant. D'abord, ça n'existe pas, le tout, et le maintenant n'est pas possible. Écoute, donc il faut d'abord se mettre d'accord sur la nature de maintenant, c'est maintenant, ailleurs, quelles sont les distances qu'on met, les espaces, les entre-deux qu'on met entre les paroles irréductibles. Voilà, il faut installer ça. Il faut s'installer dans l'entre-deux. Et d'une autre part, c'est le tout. Qu'est-ce que le tout? C'est la dimension d'un mal-être qui passe par les inégalités sociales, on va devant la justice, la corruption, la répression policière, l'éducation nationale, la situation, les retraités, la santé,
Oui, mais c'est tout. Et ces révolutionnaires, quelles sont leurs sources d'inspiration? Est-ce qu'ils sont inspirés par la révolution cubaine, par ce qui se passe au Venezuela, ou est-ce qu'ils s'appuient sur d'autres choses, ou est-ce que le modèle vénézuélien ou bolivarien non, c'est pas une question de modèle, non. C'est la... Je vais être très respectueux là-dessus, c'est la nostalgie de l'unité populaire. En ce sens-là, vous nous avez séquestré la possibilité d'une utopie. Et on veut l'utopie maintenant. Ce qui est compliqué en matière politique. Hein? En matière politique, établir une utopie, c'est très difficile. C'est compliqué, mais c'est Allende qui est le grand fantasme, hein, qui est derrière tout ça. Mais on le construit comme ça, on l'invente comme ça. Hein? Ce n'est pas nécessaire, puisque Allende représentait l'utopie qui a été détruite. Maintenant, je veux la restituer. Et j'accuse les gouvernements de la concertation de ne pas avoir respecté les lois implicites de l'utopie d'Allende, que eux... voilà. Non, mais vous voyez, c'est une tournure symbolique, argumentale, qui est collée à la peau. En Amérique latine, on a ce mouvement du populisme, on voit à côté argentin avec Perón, le péronisme. Est-ce que c'est un mouvement qui est présent aussi au Chili, ce populisme, ou absolument pas, et qui ne participe pas de l'histoire politique du pays? Je ne vois pas les choses comme ça, en ce sens qu'il y a des grands... il y a du populisme dans tous les mouvements de la transition démocratique. C'est-à-dire, la concertation n'aurait pas eu la possibilité de s'installer au Chili si elle ne ménageait un taux de populisme raisonnable. La concertation, c'était la raisonnabilité avant tout. Donc, il y avait un populisme raisonnable. Mais ce populisme raisonnable impliquait que ceux qui réclamaient la satisfaction immédiate, il devait encore attendre. Maintenant, on n'attend plus. C'est la grande différence. Vous voyez? Donc... Alors, le Chili est aussi une terre de littérature. Populisme, en ce sens que non, je ne pense pas qu'il y ait du populisme. C'est peut-être pire, mais en termes de sciences politiques, sinon je pourrais employer le terme populisme en termes péjoratifs. Non. Le populisme est substantiel à notre vie politique. Donc, il y a un populisme raisonnable. Quand il devient irraisonnable, c'est problématique. Mais pour expliquer la situation chilienne, elle ne s'explique pas que par la question du populisme. C'est par notre rapport à l'utopie, notre rapport religieux même au verbe, au texte écrit, le programme du parti, le programme de l'Église, mais il y a quelque part une parole qui a été trahie. Voilà. Donc, c'est notre rapport à la loi, c'est notre rapport à la lettre. D'ailleurs, je le cite en troisième fois dans cet entretien à Pablo Ortúzar, quand il parle de la société chilienne est une société orale, non lectrice, voilà, dont le rapport au verbe est un rapport sacré, religieux. C'est pour ça que la poésie au Chili est si importante. Parce que c'est la poésie qui a inventé le territoire, qui a inventé le pays. Et donc, l'importance de la littérature. Alors, on connaît beaucoup en France Pablo Neruda. Il y a d'autres poètes importants au Chili qui ont contribué à forger ce verbe et ce territoire? Ouf, il y en a 10, 20. Pablo de Roca, Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, pour nommer les plus grands comme ça, Georges Tellier, Enrique Lin, Gonzalo Millán, Elvira Hernández, pas mal. Donc il y a une poésie, hein? Et cette poésie, elle nomme le territoire, elle nomme le pays.
C'est pour ça qu'on n'a pas tellement des politiques de l'image tellement réussies. On n'a pas une grande peinture chilienne, et pas une grande... Non, non, non. C'est la poésie. Pas une grande narrative non plus. Littérature, les romans chiliens, non. Poésie. Dans ce rapport au territoire, dans le Chili, il y a la côte littorale et la montagne. La cordillère, le Grand Nord, le désert et le Sud. Comment le territoire est pensé justement au Chili? Comment on arrive à penser une unité du territoire chilien dans un pays qui est extrêmement étendu du nord au sud et avec des paysages aussi différents? Par le mythe. Par le mythe, par la poésie. La parole est unificatrice. Oui, oui. C'est par la parole. On se met d'accord. On se met d'accord dans la poésie. C'est-à-dire qu'on a une construction collective de l'utopie. C'est pour ça que ce conflit est tellement symbolique. Parce que ça nous prend au corps, mais au corps politique, mais non, c'est au corps de la société elle-même, mais c'est les rapports que cette société a avec son territoire, hein, qui devient paysage ou pas. Hein. C'est ça, parce que finalement, les revendications mapuche, elles mettent en tension l'histoire de la propriété dans le sud du pays. Et c'est évident. Et donc la violence de la colonisation allemande, qui est la violence de toute colonisation, finalement. Hein, voilà. Donc, chaque revendication actuelle mapuche, elle met en cause 100 ans de rapport. 100 ans, un siècle entier. Voilà, il est sur la table. Donc, c'est très violent en même temps, comme situation. Hein. Et c'est aussi la question de la nation, et on terminera par là, parce que notre entretien arrive à son terme, mais la question, c'est aussi comment, lorsqu'on a plusieurs peuples sur un même territoire, même aussi vaste et étendu que le Chili, comment est-ce qu'on arrive à faire une seule nation, c'est-à-dire une seule culture, et des gens qui se reconnaissent dans le Chili? Par une volonté de l'État, un certain jacobinisme, par une volonté étatique. Mais quand cette volonté étatique devient plus moderne, quand elle accepte la diversité, par exemple, et dans sa forme, dans sa structure, elle ne devient pas ou elle ne suit pas la dynamique de la société, ben, ça se passe ce qui est en train de se passer. Hein? Oui. Comment faire ça? Il faut changer la forme parce que le contenu, je vais parler en ancien, hein, comme ça, c'est comme si le contenu est devenu tellement dense et riche qu'il ne retient plus dans la forme. Donc il faut changer la forme. On pense que la Constitution, c'est une bonne occasion pour le faire. Ok, j'accepte cette hypothèse. Mais il faut changer la forme. Alors, nous, on sait que les formes ne se changent pas comme ça. Les formes sont des replâtrages, des retapages, des coutures, voilà, de reprises. Voilà. On pense que l'histoire humaine est beaucoup plus dynamique, moins, elle est faite d'accélération, de retrait, voilà. Donc, penser à redéfinir la nation, ben, c'est une tâche énorme. Énorme. Et c'est le défi qu'on a devant nous. Hein. Comment penser un État-nation quand même la science politique européenne pense qu'en Amérique latine, il n'y a même pas eu d'État-nation. Bien, merci beaucoup, Justo Mellado, puisque vous expliquez sur le populisme, sur la nation. C'est valable pour le cas chilien, mais évidemment, on peut aussi porter cette réflexion jusqu'aux problèmes européens, la France notamment, ou bien, comme on l'a vu récemment vers le Liban, ces questions de philosophie politique ne sont pas propres à un État, mais peuvent évidemment nourrir la réflexion pour beaucoup d'autres territoires et continents. Je vous renvoie au numéro que Conflit a consacré à l'Amérique latine, que vous pouvez retrouver
sur notre site internet. Et puis, si vous aimez ces émissions, eh bien, vous pouvez nous soutenir en les partageant, en les faisant connaître et puis en vous abonnant à Conflit. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet où là aussi vous pouvez vous abonner et acquérir les anciens numéros. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle fenêtre sur le monde. Se nourrir est la question fondamentale posée à l'humanité. Si l'Europe a vaincu la famine, plusieurs régions du monde demeurent sous tension. Les émeutes alimentaires sont toujours des facteurs de déstabilisation des régimes en place. La famine a été vaincue grâce au progrès technologique, aux innovations, à l'accroissement de la productivité. Les enjeux actuels sont de produire plus et de produire mieux, et de maîtriser les sciences du vivant et les biotechnologies. Une vingtaine de pays nourrissent le monde. Les transports et les infrastructures portuaires assurent le transit d'une grande partie des produits agricoles. L'alimentation est donc un objet géopolitique essentiel. Conflit étudie plusieurs pays, dont Israël et la Nouvelle-Zélande, qui ont fait le pari de la technologie. Les OGM, les véganes, mais aussi le luxe alimentaire et la patrimonialisation des terroirs sont à l'étude de notre dossier. Entre local et global, Conflit explore ceux qui nourrissent le monde. Nous revenons aussi sur la Chine et sur Hong Kong et le futur de l'Asie. Eric Pomès nous propose un long entretien sur le droit de la guerre et la modernisation des conflits. Sylvain Guggenheim présente la grande stratégie de l'Empire carolingien et Pierre Royer revient sur la bataille d'Angleterre. En Afrique, nous partons pour le Mozambique et la Centrafrique, deux pays confrontés à des défis immenses. Thierry Buron nous conduit à Nicosie, une ville pour deux capitales, et Chiara Damartino étudie les spécificités de Trieste entre Italie et Adriatique. Vous retrouvez bien sûr vos rubriques habituelles et vos auteurs favoris, qui chacun à leur tour proposent un regard réaliste sur le monde.